L'inventeur du rugby, c'est cet homme, William Webb Ellis. C'est lui qui, en 1823, lors d'un match de football où seul le jeu au pied était autorisé, s'empara du ballon pour le porter dans le camp adverse. Sans le savoir, ce collégien venait d'inventer un nouveau sport que l'on nomma rugby. Merci Monsieur Webb Ellis, ce que ce sport voudra. Now let's put it down. That's against the rules. On préfère jouer à la main, évidemment, grâce à qui? À un petit bonhomme de 16 ans, William Webb Ellis. Je vous propose de le regarder, d'observer son visage et de le regarder. Regardez ça, on est juste devant l'école de la Rugby School, donc l'école de rugby de la ville de Rugby. Évidemment, il y a une statue qui lui a été érigée. On voit les buts au fond, là, parce qu'il y a des terrains, ce sont les terrains de base. C'est là qu'on joue vraiment, là, pour la première fois, à ce sport qui se différencie du football. C'est vraiment la naissance du rugby. J'aimerais bien savoir qui a inventé ce sport. Quelqu'un peut me répondre peut-être? Bon Fred, comme tu l'as vu, il est encore très répandu de voir l'histoire de William Webb Ellis quand on parle du sujet de l'histoire du rugby, à l'image de toutes ces vidéos qui ne creusent pas assez le sujet. Car cette histoire, vous la connaissez tous, un jeune élève de rugby, lors d'une partie de football, va prendre la balle dans les mains et courir, ce qui était interdit lors d'une partie de football en 1823 dans son école. Et par ce geste, le rugby serait né. Mais cette histoire, elle vient d'où exactement et pourquoi on la narre sans véritablement la critiquer? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a déjà une question qu'on devrait tous se poser, c'est à quoi ressemble le football au début du 19e siècle? Eh bien, pour cela, il faut remonter d'abord au 12e siècle avec l'apparition de la Soule en France, appelée football outre-Manche. Bon, rien à voir avec le football, vraiment rien à voir, car à cette période, c'est un sport populaire, joué généralement le Mardi Gras, qui voit s'affronter deux équipes pour un ballon et devant toucher ainsi un espace déterminé comme un pont, un étang, un mur ou encore un arbre. Et après ça, tout est permis. Vraiment tout. YOLO! Ainsi, pas de limite de participants, pas de limite de temps, pas d'arbitre, peu de limite de terrain, pratiquement tous les coups étaient autorisés. Ainsi, on retrouve beaucoup de blessés et de morts après ces parties. Et je pense que ça pourrait plaire à certains avants aujourd'hui. On va jouer checker semaine prochaine. Et d'ailleurs, si vous voulez y jouer aujourd'hui, on peut retrouver quelques survivances de ce sport, surtout en Angleterre, un peu en France, mais aussi on trouve en Géorgie un sport qui ressemble beaucoup à la soule de l'époque, c'est le Lelo Burti qui ressemble beaucoup ainsi à cette soule pratiquée lors de l'époque médiévale, et ainsi ceux qui veulent se faire plaisir, n'est-ce pas, looking for rugby, peuvent s'essayer. Mais malgré des interdictions en Grande-Bretagne, le football va peu à peu s'embourgeoiser en intégrant les fameuses public schools destinées aux adolescents de riches familles à la fin du XVIIIe siècle. La société britannique va à cette période favoriser la pratique du sport, dont le football, pour éduquer la jeunesse et limiter la débauche. On y joue alors un football qui se joue au pied et qui est différent selon les établissements. Et cela ressemble à des immenses mêlées debout où s'illustrent les joueurs les plus robustes qui tapent dans tout ce qui bouge, comme moi qui tape dans les tibias de mes adversaires plutôt que dans le ballon quand j'avais l'idée saugrenue de faire du football adolescent. Et la public school de rugby au centre de l'Angleterre n'y déroge pas, mais va cependant se distinguer dans les années 1820 à 1840 en autorisant le jeu avec la main, ce qui va être plébiscité par d'autres écoles. Et cela, c'est grâce à deux facteurs. D'une part, l'école de rugby possède une vaste pelouse destinée au sport appelé le Big Side, ce qui est loin d'être le cas
pour les autres écoles. Et d'autre part, l'école va avoir de 1828 à 1848 un directeur Thomas Arnold qui va être très favorable au football, surtout pour éviter la débauche et pour responsabiliser les jeunes adolescents. Ces élèves vont être alors des véritables acteurs de leur sport. Ils désignent alors un capitaine du Big Side pour contrôler le sport ainsi que des assemblées. Et pour éviter les contestations, ces institutions décident en 1846 d'adopter les 37 premières règles de ce sport. On est encore très loin du rugby d'aujourd'hui, mais c'est un acte majeur de son histoire qui va permettre au football de rugby de se développer et de se transmettre au-delà de l'école. Ainsi, grâce à des élèves haut placés dans la société, à la révolution des transports comme le chemin de fer et à l'hégémonie de l'Empire britannique, le football rugby se diffuse progressivement en Grande-Bretagne, notamment en Écosse où on assiste aux premiers matchs inter-écoles. Mais cependant, toutes les écoles n'y adhèrent pas, comme à Eton, Charterhouse ou Winchester, qui préfèrent un football se jouant au pied et moins violent, le fameux dribbling game. Bref, ce qui se rapproche du foot aujourd'hui. Et certaines règles passent mal, comme le hacking. Point de pirate ici, c'est simplement des coups de pied donnés par la pointe du pied donnés à l'adversaire. Ainsi, on peut dire que le 19e siècle était une charmante époque pour le sport. Ainsi, en 1863, les écoles vont chercher à se mettre d'accord sur les règles du football, ce qui va déboucher à la création de la Football Associations, mais qui va profiter de la controverse du hacking pour adopter les règles de Cambridge. Ces règles étaient proches du football actuel en se jouant au pied et en interdisant le plaquage et de courir avec le ballon, plutôt que celle de rugby. C'est une trahison. Et c'est depuis ce jour que le rugby, trahi par son cousin gringalet et plus populaire, nourrit une haine éternelle envers lui. Malgré cela, le football joué à rugby perdure et des clubs vont être créés, dont les premiers furent Black Hills en 1857 et Richmond et Harlequins en 1858. Et 1871 va être une grande année pour le rugby, puisque le football rugby va posséder sa propre fédération, la RFU, la Rugby Football Union, qui est aujourd'hui alors la fédération anglaise, et qui va ainsi interdire le hacking et édicter de nouvelles règles progressivement. Car à l'époque, il faut dire aussi que l'arbitre ne siffle pas encore les fautes et que l'on peut jouer à 20 joueurs et que la forme et la dimension de la balle n'est pas encore fixée. Mais 1871 est reconnu surtout pour être l'année où on assiste au premier match international entre les Anglais et les Écossais, qui va être alors remporté par ces derniers. Ainsi, en quelques décennies, un football propre à une public school d'Angleterre va se propager dans tout l'Empire britannique, va arriver à se codifier, à se fédérer autour d'une fédération. Cependant, à l'époque, on ne connaît pas les origines exactes de ce sport, seul le lieu. On a alors une société des anciens de rugby, qui est une société proche de la RFU, qui va nommer une commission pour connaître les vraies origines de ce sport, où on trouve notamment le président de la RFU de l'époque, Arthur Gilmar. Or, il faut dire que dans les années 1880-1890, on a peu d'élèves survivants qui ont connu ainsi le football pratiqué à rugby dans les années 1820 à 1840 et qui sont ainsi prêts à témoigner. Cependant, un ancien élève antiquaire de la ville, extrêmement âgé, Matthew Bloxham, va évoquer la première fois l'histoire de William Webb Ellis en 1880 au rugby Météor. Un garçon du nom de Ellis qui dans la seconde moitié de 1823 était, je pense, un arrière lorsqu'il jouait au football au Big Side, dans cette demi-année prit la balle dans ses bras. Ellis, cette fois-là, transgressa la règle et en saisissant la balle, au lieu de reculer, fonça devant lui avec la balle dans ses mains vers le but opposé. Je ne sais pas quel résultat cela eut sur le jeu, je ne sais pas davantage comme on donna suite à cette infraction à une règle bien connue ou quand cela devint comme maintenant une règle
établi, l'antiquaire très âgé lors de ce témoignage est le seul témoin narrant cet événement. Surtout que l'on a un autre ancien élève et pas des moindres, l'écrivain Thomas Hughes, capitaine du Big Side en 1841-1842 et qui est reconnu pour son roman Tom Brown School Days, paru en 1857 et qui se déroule précisément dans l'école de rugby. Alors, pour cet auteur, l'autorisation de courir avec le ballon dans les mains n'est permise que dans les années 1838-1839. Et il mentionne alors l'impact de Jim McKee, qui est un joueur très habile ballon en main. Ainsi, si le geste de William Webb Ellis a peut-être eu lieu, il n'aurait pas eu l'incidence tant annoncée et on aurait eu plutôt une évolution progressive des règles du football à rugby des années 1820 aux années 1840, influencé notamment par le capitaine du Big Side et l'assemblée débouchant ainsi sur les règles adoptées en 1846. Mais l'histoire de ce garçon qui brave les règles de l'infâme football pour donner naissance à ce sport est vraiment trop belle. Et le rapport de la Société des anciens de rugby de 1897 conclut que le football à rugby en 1820 ressemblait à celui du Football Association, ainsi celui d'aujourd'hui, mais qu'entre 1820 et 1830, on a innové en autorisant de courir avec la balle dans les mains et que cela s'est probablement fait grâce à William Webb Ellis selon le témoignage de Matthew Bloxham et que grâce à lui, cette pratique s'est légalisée surtout à partir des années 1840. Et aujourd'hui, on met en avant encore et encore cette légende et on rend hommage à William Webb Ellis comme le créateur de ce sport. Rugby est devenu ainsi une ville de pèlerinage pour tout rugbyman où le jeune étudiant est encensé. On trouve ainsi une plaque sur les murs de l'école qui précise même « Cette pierre commémore l'exploit de William Webb Ellis qui, avec un joli mépris pour les règles de football telles qu'elles étaient jouées à son époque, le premier prit la balle dans ses bras et courut avec, ce qui donna naissance à la caractéristique distinctive du jeu de rugby. Mais on trouve aussi une statue et un musée dans la ville à son nom consacré au rugby et qui ainsi se situe dans l'ancien atelier de William Gilbert, l'inventeur des célèbres ballons ovales. Tandis qu'en France, la tombe de l'écolier qui devint ainsi un pasteur anglican fut retrouvée en 1985 au cimetière du vieux château de Menton, devenu lui aussi un lieu de pèlerinage qui est entretenu par notre fédération. Bref, même si l'idée que William Webb Ellis est l'inventeur pur et simple de ce sport est à prendre avec des pincettes, pour la postérité, il reste celui qui, par son geste défiant les règles, a initié ce sport. Et au-delà de la véracité, se distinguer du football est une véritable nécessité pour le rugby au 19e siècle, dont la trahison de la Football Association a été mal vécue. Également, ce siècle est marqué par un fort nationalisme en Europe où on met en avant les grands personnages historiques, par exemple Vercingétorix, Jeanne d'Arc en France. Mettre en place une légende marquée par un personnage défiant les lois d'un sport pour forger un autre en montrant ses valeurs est une histoire qui peut séduire à cette période où l'histoire s'écrit autrement, mettant en avant par exemple les grands faits, les grands personnages, que davantage en mettant en avant les sources. Si cette histoire incarne les valeurs de l'Ovalie, il est nécessaire aujourd'hui de remettre en avant des acteurs trop méconnus de notre sport comme Thomas Arnold et son fils Thomas Hughes ou également Jim McKee, mais également des élèves aujourd'hui oubliés